Bonjour, juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier quelques personnes qui ont particulièrement soutenu Passion médiéviste le mois dernier. Je tiens donc à remercier Nel Bloch, Sophie, Marie et Thierry. Grâce à vous, Passion médiéviste continue de se développer. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse avec l'épisode du jour et vous allez voir, il y a un petit peu de monde avec moi. Bonne écoute! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Qu'est-ce que vous savez du Moyen-Âge ? Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être aux remparts de Carcassonne, aux troubadours et à Charlemagne, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période historique de 1000 ans. En gros, de l'année 500 à l'année 1500 pour l'Europe occidentale. Mais, vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 92. Léa et la croisade contre les Albigeois. C'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Le sujet du jour vous dit peut-être quelque chose. Vous avez probablement déjà entendu parler des Albigeois et peut-être des Cathares, sans savoir forcément toute l'histoire derrière ces noms. Eh bien, aujourd'hui, après cet épisode, vous allez en savoir plus. C'est le but. Et cet épisode a une petite particularité parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent. Car oui, cet épisode est enregistré à Montpellier, au barrageux Les Castors, avec un public de qualité. Et un public réveillé, manifestement. Et l'invité de cet épisode, notre guide temporel en quelque sorte aujourd'hui, c'est Léa David. Bonjour Léa. Bonjour Fanny. Alors Léa, tu fais une thèse actuellement sur les évêques de Narbonne à l'université Paul Valéry Montpellier 3, sous la direction de Thomas Granier et Alessia Trivelone, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler de tes recherches que tu as faites en mémoire, qui étaient centrées sur un personnage particulier, un certain Foulques de Toulouse, et plus précisément sur son rôle pendant la croisade contre les Albigeois. Et donc, dans cet épisode, nous allons tracer à grands traits, j'insiste sur à grands traits, la croisade contre les Albigeois, où, quand, quoi, c'est quoi les bails. Avec comme fil rouge, donc, si je puis dire, notre Foulques de Toulouse. Et avant de se lancer dans ce récit, quelques petites questions d'usage dans Passion médiéviste. Léa, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler dans tes recherches sur Foulques de Toulouse et sur la croisade contre les Albigeois ? Alors, en fait, à la fin de ma licence, je savais déjà que c'était un sujet qui me passionnait. Parce qu'en fait, en L2, j'avais pu voir l'exposition « Les Cathares, une idée reçue » qui avait été créée par les étudiants du Master Mondes médiévaux de Montpellier de l'époque, avec Madame Alessia Trivelone, qui est maître de conférences en histoire médiévale à l'université Paul Valéry. Et donc, en L3, au moment où j'ai été admise en Master Mondes médiévaux, j'ai contacté Madame Trivelone en lui faisant part de mon envie de travailler sur l'hérésie dans le Midi et plus particulièrement pendant la croisade. Et donc, c'est elle qui m'a proposé 2 fiches sujets. Fiches sujets, oui, ouais. C'est... ok. En fait, c'était des pages Word dans lesquelles elle mettait ce qu'on savait sur le sujet, les sources qu'elle connaissait et en gros l'objectif de la recherche. Donc, elle m'en a proposé une sur Foulques et une autre sur un autre troubadour qui avait écrit un poème contre un hérétique pendant la croisade. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment plu pour Foulques, c'était le côté un peu enquête policière. C'est comme ça qu'elle l'a présenté dans la fiche sujet, parce qu'en fait, on ne savait pas grand-chose de lui, et on n'avait surtout pas beaucoup de sources, donc il fallait vraiment faire ce travail de recherche de plein de sources. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler sur ce bon vieux Foulques. Et tease-nous un petit peu, parce que tu vas l'expliquer pendant le reste de l'épisode, mais qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire ? Le but, c'était de faire la lumière sur ce personnage, justement, dont on ne connaissait pas grand-chose. Et donc, en M1, le travail, c'était surtout, donc, comme je l'ai dit, de la recherche de sources et faire une biographie détaillée du personnage,
parce qu'on n'avait pas de travaux vraiment récents sur lui. En M2, il s'agissait en revanche de problématiser ce que j'avais fait l'an passé. Une fois que tu avais tout récolté, qu'est-ce que tu en fais, c'est ça ? Exactement. Et donc là, le but, c'était de comprendre essentiellement quel était le rôle et la place de Foulques pendant la croisade et à plus large échelle dans l'histoire du Midi. Et moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de comprendre quelles étaient ses stratégies pour imposer son pouvoir dans un diocèse qui échappait totalement à son contrôle. Et donc, l'objectif de mon mémoire, c'est de montrer qu'en fait, Foulques était une figure centrale de la croisade contre les Albigeois et que surtout, c'était quand même un personnage très très important dans l'histoire du Midi au XIIIe siècle. Eh ben, on va parler justement. Donc, tu as dit un petit peu, il a été évêque, mais avant même d'être évêque, et donc avant même le début de la croisade, on va voir que notre Foulques, il a déjà eu une autre vie un petit peu, et même il a eu un nom différent, Folquet de Marseille, c'est ça ? Mais alors il vient d'où ? Il vient de Marseille ou de Toulouse ? Moi je suis perdue. Il est né à Marseille. Donc, selon sa vida, c'est une biographie qu'on trouve dans les chansonniers provençaux, qui sont des compilations en fait de l'époque ou postérieure qui datent de la fin du XIIIe siècle. Oui, donc ouais, ça va donc, en fait, c'est des compilations de poèmes de troubadours des XIIe, XIIIe siècle. Et donc, au début de chaque section, on a ce petit paragraphe qui récapitule un peu. C'est pratique. Voilà, exactement. Et donc, on sait grâce à cette vida qu'il est né à Marseille. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Folquet de Marseille quand il est troubadour. Et ensuite, quand il devient évêque de Toulouse, là, on l'appelle plutôt Foulques de Toulouse. Et quand il est troubadour, ça veut dire quoi, en fait, pour l'époque ça veut dire quoi ? Alors, en fait, il composait des chansons pour des seigneurs assez importants de son temps. Donc, il a notamment composé pour Barral des Baux, qui était vicomte de Marseille, également pour Alphonse II d'Aragon, Richard Cœur de Lion également, et Guillaume VIII de Montpellier. Oui, donc c'est pas un petit troubadour, c'est un troubadour assez installé. Exactement. Et donc, il est très connu pour ses chansons d'amour, mais il a également composé 2 chansons de la croisade, donc pour la croisade en Orient. Et dans ces chansons-là, il se place vraiment comme un moralisateur, en fait, en reprochant aux seigneurs occidentaux leur manque de volonté pour aller en Terre Sainte. Mais lui, il y va pas, donc c'est vraiment donneur de leçons. C'est les gars, franchement, je suis pas d'accord et tout. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et donc, ça montre qu'en fait, déjà, il avait une place quand même assez importante, déjà en tant que troubadour, et il avait déjà un avis quand même bien tranché sur ce qui se passait à son époque en tant que troubadour. Mais d'ailleurs, je renvoie vers mon épisode 37, qui était alors sur les troubadours d'Aquitaine, un épisode il y a longtemps, donc là, pour en savoir plus. Mais donc, à quel moment, notre petit Foulques, là, à quel moment et dans quelles circonstances il devient évêque ? Parce que bon, effectivement, tu dis en reconversion de carrière, c'est un peu surprenant quand même de troubadour à évêque, il y a une grande différence. Oui, en effet. C'est d'ailleurs un cas assez unique. Unique carrément ? Ah ouais ? J'ai pas trouvé d'autres. Alors, il y a des troubadours qui deviennent moines et des moines qui quittent le monastère pour devenir troubadour. Mais un troubadour qui devient évêque, c'est vrai que c'est d'ailleurs ce qui a attiré la curiosité de plein d'historiens, c'est ce parcours assez atypique. Et en fait, on sait pas vraiment trop pourquoi c'est lui qui a été choisi pour devenir évêque de Toulouse. En fait, c'est pas un petit poste quand même. Donc voilà. En plus, dans le contexte dans lequel il est élu. Donc en fait, dans sa vida, on voit qu'il a été troubadour et que ensuite, à la mort de tous ses protecteurs, il entre à l'abbaye cistercienne du Toronnais. Ok, c'est où ça ? C'est en Provence. Okay. Et donc il devient moine, puis abbé. Et cette période de sa vie est très floue parce qu'on n'a pas de source. On en déduit, grâce à la date de sa dernière chanson, qu'il entre dans cette abbaye en 1195. Okay. Et on sait qu'il devient évêque en 1205. Mais entre les deux, c'est le flou total. C'est une ascension assez fulgurante quand même, parce que évêque... Ouais. Complètement. Et je pense en tout cas qu'il a été élu évêque de Toulouse parce qu'il était cistercien, et c'est en lien avec le contexte à l'époque, puisque à la fin du XIIe siècle, donc 1198, quand Innocent III devient pape, il met en place une théocratie pontificale. Attends, quoi ? C'est quoi une théocratie ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, c'est lui l'autorité suprême. Avant, c'était pas le cas ? Disons que c'est un peu compliqué dans le Midi parce qu'en fait, les évêques sont
élus un peu par... Ils géraient ça un peu entre eux. C'est ça. Et du coup, à la fin du XIIe siècle, le pape dit « Bon, alors les gars, je reprends le truc en main ?» Oui, c'est un peu ça, parce qu'en fait, les évêques sont concrètement issus de familles vassales, des familles comtales. C'est le cas, par exemple, du prédécesseur de Foulques, Raymond de Rabastens, qui est issu d'une famille vassale des Raymondins, donc des comtes de Toulouse. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, ils étaient nommés donc par les seigneurs laïcs, mais pour répondre un peu à leurs intérêts, à leurs familles qui ont été fidèles, c'est ça ? C'est un peu ça. Et en fait, ça plaît pas trop à Innocent III parce qu'il se retrouve avec des évêques qui lui sont pas forcément très fidèles. Ils sont pas très obéissants. Et donc, pour remédier un peu à tout ça, Innocent III envoie des légats pontificaux, donc, qui sont pour la grande majorité des cisterciens. Et lorsque les évêques refusent vraiment d'obéir aux légats, eh bien, ils sont évincés. Et c'est ce que Jean-Louis Biget, donc un grand spécialiste de la question de l'hérésie dans le Midi, a appelé les purges épiscopales. Et on a d'autres exemples, il n'y a pas que Foulques. Par exemple, à Carcassonne, l'évêque est remplacé par Guy Dévaux de Cernay, qui est un cistercien, et Arnaud Amaury devient lui-même, donc Arnaud Amaury abbé de Cîteaux, devient lui-même archevêque de Narbonne. D'accord. Et juste, tu peux nous dire aussi, donc à l'époque, le statut d'évêque, c'est comment du point de vue social ? C'est plutôt assez élevé quand même. C'est ça. Alors, l'évêque, à l'époque, n'a pas seulement un rôle religieux, il a un rôle politique important. On le voit, par exemple, avec la querelle des investitures, fin 11e, 12e siècle, donc entre l'empereur et le pape, au sujet de la nomination des évêques. On en a parlé dans Super Joute Royale, il me semble. Je renvoie aussi vers ce format si vous voulez en savoir plus sur la querelle. Voilà. Et en fait, l'évêque a aussi un avis et même une importance dans les affaires temporelles qui touchent à son diocèse. Et donc, c'est très important pour le pape, en fait, d'avoir des évêques qui lui sont fidèles et obéissants pour pouvoir asseoir sa politique pontificale. D'accord, donc là, on comprend un petit peu mieux d'où vient notre Foulques. Mais alors, arrivons à notre sujet du jour, la croisade contre les Albigeois. Alors, elle commence en 1209, mais avant, alors moi, c'est un peu une déformation de mes études, faisons des définitions des termes du sujet. Parce que des fois, on dit Albigeois, des fois, on dit Cathare. Pourquoi ? Parce qu'en faisant quelques recherches, j'ai l'impression qu'en fait, l'appellation, si on peut dire, a évolué au fil des décennies et au fil en fait, des recherches historiographiques. Alors, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui et pourquoi ? Alors, pour revenir un peu sur l'origine du terme cathare qu'on utilise pour décrire l'hérésie méridionale, en fait, c'est Charles Schmitt, le premier, donc, dans son Histoire et doctrine de la secte des cathares ou albigeois, en 1849, qui utilise le terme cathare. Sauf que le problème, c'est qu'il l'utilise pour parler des mouvements qui sont apparus des Balkans jusqu'à l'Atlantique. Ah ouais, donc très large voilà, quand même. C'est ça. Et notamment pour toutes les hérésies dualistes de l'Europe médiévale. Ok. Sauf qu'en fait, l'origine de ce terme, on la retrouve bien plus tôt et bien loin du Midi. C'est Egbert de Schonau, en 1163, qui l'utilise pour décrire en fait les hérétiques de la région rhénane. Donc en 1163, donc exactement. Bien avant la croisade. Donc, c'est ça. Ok. C'est ça. Et également, Alain de Lille, donc un auteur médiéval, l'utilise pour faire allusion également aux hérétiques rhénans dont parle Egbert de Schonau. Donc rien à voir avec la France méridionale à ce moment-là. C'est ça. Et en fait, ce terme de cathare est repris, et notamment au XXe siècle, où on parle tout le temps donc, de cathare pour décrire les hérétiques de la région. Et sauf qu'en fait, le problème, c'est que dans les sources, on n'a pas de cathare. Il n'y a pas le terme. C'est ça. Moi, dans les sources que j'ai utilisées dans le cadre de mes recherches, on parle d'hérétiques, on parle de parfaits et de bons hommes, mais à aucun moment on utilise le terme cathare. Et donc le terme albigeois, est-ce que c'était parce qu'ils étaient tous à Albi ou c'est quoi exactement ? En fait, je pense que c'est parce que donc ça faisait référence à la région d'où ils venaient. Donc l'albigeois, c'est quand même très, très large. Et donc c'est vrai que voilà, quand on ne sait pas trop quel terme utiliser, etc. Donc le terme albigeois avait été choisi et c'était un peu vague. Et donc après, on a voulu rassembler en fait sous un nom précis une hérésie qu'on avait du mal à comprendre. Et donc, albigeois, est-ce qu'on en parle au Moyen-Âge ou est-ce que ça a été postérieur aussi ? Alors, albigeois, on l'utilise donc, dans les sources médiévales. Donc là, pour le coup, on le trouve. Voilà, ouais. Par exemple, Pierre Dévaux de Cernay, son œuvre est intitulée Historia Albigensis, donc Histoire de l'hérésie albigeoise. D'accord, donc ouais, là on le retrouve. Donc, on a compris pour le terme albigeois. Deuxième terme du sujet, du coup, enfin le premier même, croisade.
Parce que quand on dit croisade, enfin, moi j'ai regardé le Larousse. Le Larousse dit croisade non donnée aux expéditions militaires entreprises au XIe et XIIe siècle par les chrétiens d'Occident à l'instigation de la papauté qui leur fixa pour but de la délivrance des lieux saints occupés par les musulmans. Ok ? Bon, je vais vous dire entièrement, il y a un deuxième sens qui est mis dessous. Expédition militaire faite dans un dessein religieux. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on utilise le terme croisade ? C'est-à-dire qu'il y avait une telle menace religieuse que ça nécessitait une croisade ? Alors, on utilise le terme croisade parce qu'en fait, le pape, quand il promulgue cette croisade, il promet à ceux qui participent les indulgences qu'on promet à ceux qui vont en Orient. Et on prétexte évidemment l'hérésie, donc la menace religieuse, pour lancer cette croisade, alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, puisque les sources qui évoquent cette menace, les sources parlent d'un Midi gangréné par l'hérésie, qu'il n'y a que des hérétiques partout. Sauf qu'en fait, ces sources-là sont complètement biaisées, puisque ce sont des auteurs qui sont pour la croisade, qui sont proches des acteurs de la croisade. Comme par hasard. Voilà, comme par hasard. Et on a par exemple Pierre Desvaux de Cernay, qui est le neveu de Guy Desvaux de Cernay, qui devient, je le rappelle, évêque de Carcassonne. On a Guillaume de Puylaurens, qui a écrit une chronique qui récapitule tous les événements de la croisade et qui, lui, aurait été dans le cercle proche de Foulques de Toulouse. D'accord. Alors, tu l'as dit effectivement, et je veux bien qu'on en revienne, parce que pourquoi est-ce qu'elle est lancée ? Pourquoi le pape décide que, bon, là, ça suffit, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait déborder la goutte d'eau, le vase, bref, t'as compris. Bon, déjà, j'aimerais revenir un peu sur le contexte bien sûr. Avant croisade, donc fin 12e, début 13e siècle. En fait, on a donc une région qui est assez indépendante. On a plusieurs forces en présence. On a le comte de Toulouse, le vicomte de Trincavel, on a le comte de Foix, évidemment, et le roi d'Aragon. Et donc, tout ce monde-là est quand même très indépendant. Et également, comme je l'ai dit, ces évêques qui sont trop indépendants vis-à-vis du pape, et ça plaît pas trop. Et en 1209, le légat pontifical Pierre de Castelnau est assassiné. Oh. Et donc là, c'est le bon prétexte pour... Mais assassiné par qui ? Il aurait été assassiné par un homme du comte de Toulouse, Raymond VI. Donc là... c'est le moment parfait et l'excuse parfaite pour lancer la croisade. Un bon assassinat et paf, ça repart, quoi. C'est ça, exactement. Alors, raconte-nous aussi comment décrire l'hérésie des Albigeois. Est-ce que c'est plus un mouvement politique ou religieux, en fait ? Parce que quand j'essaie de regarder, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des deux. Alors déjà, pour la description de l'hérésie et des hérétiques, on a une source en particulier, donc Pierre Desvaux de Cernay, qui... dédie un chapitre entier à la description de ces personnes. Et c'est vraiment très caricatural, quoi. Ils sont habillés en noir, ils ne mangent ni de viande ni d'œufs, et ils refusent les sacrements, et ils seraient organisés en une véritable contre-église avec leurs propres évêques, leurs propres des véganes, en fait. C'est la révélation du jour. Donc ils ont leur propre... Oui, ils sont vraiment hors de l'église. En fait, ce qui est quand même assez marrant à constater, c'est que c'est un peu aussi la manière de vivre des ordres mendiants, de vivre dans la pauvreté. Voilà. Sauf que comme ça vient pas de l'église, c'est pas très bien accepté. Oui, c'est des laïcs qui se... C'est ça, exactement. Okay. Et donc, c'est la seule source qui décrit vraiment, en tout cas, que j'ai étudiée, qui décrit vraiment aussi précisément les hérétiques. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que l'accusation d'hérésie est quand même très souvent politique. Ah, il n'y a pas une histoire même de thunes, parce que souvent c'est ça aussi au Moyen-Âge. C'est ouais, non, on veut récupérer soit du territoire, c'est de la thune. Eh ben, on associe souvent les usuriers et les hérétiques. Comme par hasard. Voilà. Il n'y a pas des juifs dans l'histoire aussi, parce que là... Non, que les usuriers. Ah, on n'a pas le bingo complet des hérésies du Moyen-Âge. Oh, zut alors. Et aussi, est-ce qu'on a une idée aussi de leurs croyances ? Ou est-ce que c'est vraiment que du discours qu'il y a eu après ? Alors, en fait, c'est après qu'on leur prête vraiment tout et n'importe quoi. D'accord. Voilà, les sacrements, tout ça, ils y refusent, ils y croient pas. Donc, voilà, c'est vraiment après, puis surtout les chroniqueurs qui en rajoutent pour bien montrer que c'était vraiment très nécessaire de faire cette croisade. Et est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes
qui étaient concernés par cette hérésie? Est-ce que c'est juste un petit groupe dans un coin ou vraiment, comme tu as dit, c'était vraiment généralisé? Alors, à écouter les chroniqueurs, toujours, le midi est gangréné, il y en a partout. Mais en fait, on n'en sait rien. Parce qu'on n'a pas d'autres sources. On n'a aucune source cathare, albigeoise, pardon. On n'a aucune source même d'hérésie de la part des gens qui l'étaient. Alors, c'est plus tardif, et puis ces sources-là, on n'est même pas sûr de leur provenance. C'est même d'ailleurs en débat actuellement. On ne peut pas savoir, et puis on ne peut pas dire combien il y en avait. Donc, là, on a un petit peu compris. Donc, ce groupe d'hérétiques qui gêne pour plein de raisons. Mais alors, par qui est décidée la croisade et comment est-ce qu'elle est lancée? Alors, la croisade qui est décidée par le pape Innocent III, qui est bien évidemment appuyé par ses légats, notamment Arnaud Amaury, qui deviendra même un chef de la croisade. Donc, cette croisade est lancée au printemps 1209. Et l'événement qui marque vraiment le début de la croisade contre les Albigeois, c'est la prise de Béziers, en juillet 1209. Mais elle est prise par qui, comment, pourquoi? Donc, ce sont les barons du Nord qui se rassemblent sous l'autorité d'Arnaud Amaury et qui voient donc un intérêt aussi pour récupérer quelques petites terres au passage. Non, mais c'est toujours ça. Voilà, c'est ça. Et donc, ils y vont pas que pour le goût de la religion, non. Il y a quand même un intérêt pour eux. Évidemment, toujours. Et donc, ils se rassemblent et ils vont. Donc, Béziers, c'est un peu la première étape de cette croisade. D'ailleurs, pour l'anecdote, tout le monde a, je pense, déjà entendu la fameuse phrase prêtée à Arnaud Amaury « Tuez-les tous, car Dieu reconnaîtra les siens ». C'est lui? Oui. Ah, waouh. Ce serait... Alors, on trouve la mention de cette phrase dans une seule source, Césaire de Heisterbach, dans son livre des miracles, donc qui n'a pas assisté à la prise de Béziers, évidemment, qui dit que Arnaud Amaury, au moment de lancer l'offensive sur Béziers, aurait dit cette fameuse phrase. En fait... c'est juste qu'il avait une chouette phrase à placer, voilà, il a dit « tiens, ça lui irait vachement bien de dire ça, hop, let's go ». Exactement, ce côté... Et alors moi, sachant que ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'en parallèle, en fait, la croisade contre les Albigeois est encadrée par deux, entre guillemets, vraies croisades, parce qu'on a juste avant la 4e croisade, en 1202-1204, qui a été détournée vers Constantinople, parce que déjà, ça partait un peu n'importe comment. Et après, enfin même après et même un peu pendant, on a la 5e croisade, entre 1217 et 1221, donc là, qui avait pour objectif l'Égypte, et là, en gros, ils se sont juste emparés de Damiette, ce qui est déjà pas mal. Et aussi, ce qui est intéressant, je pense, à mettre dans ce contexte un peu guerrier de l'époque aussi, c'est que là, au début de la croisade contre les Albigeois, on a en 1214 la bataille de Bouvines. Donc là, un conflit assez international. Donc je trouve ça vraiment intéressant, c'est que alors qu'il y avait tout ce bazar qu'il y avait déjà, ils se sont quand même dit non mais les Albigeois, il faut vraiment qu'on s'occupe d'eux. Donc là, comment ça se passe? Donc après cette première prise de Béziers, qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que on voit impliquer d'autres personnes? Parce que qui se défend aussi contre donc ces barons du Nord? On a les Toulousains et leurs alliés. Donc on a le roi d'Aragon aussi, donc plus tard en 1213 avec la bataille de Muret. Donc eux, ils étaient hérétiques ou pas? Ou là, on se rend compte que c'est plus politique là, on se rend compte que c'est concrètement politique, pour le coup. Voilà. Et en fait, la prise de Béziers de 1209 lance la première phase de la croisade où on voit une très grande avancée de l'armée croisée qui récupère toutes les terres des Trincavel pour se diriger vers Toulouse. Et c'est là aussi que se démarque Simon de Montfort, qui devient chef de la croisade. Et cette phase dure jusqu'en 1218. Ah oui, pas mal d'années quand même. C'est ça. Et en fait, c'est la mort de Simon de Montfort pendant le 3e siège de Toulouse qui marque... 3e, ah oui, donc... Ah oui. Ils ont commencé en 1211. Voilà. Et donc les 3 fois, ça s'est soldé par un échec. Et donc Simon de Montfort meurt, et là ça marque vraiment une espèce de coup d'arrêt à l'avancée des croisés, puisqu'en fait son fils Amaury de Montfort reprend un peu le rôle de son père, mais bon, il est moins... Il n'a pas autant de charisme, c'est ça? Et puis voilà, il ne gagne pas autant de batailles, et donc là, les Toulousains en profitent un peu pour reprendre le dessus. Et on a une 3e phase vers la fin de la croisade, au cours de laquelle le roi de France s'implique. Mais non, il manquait plus que lui. Exactement. Donc jusqu'alors, Philippe Auguste refusait de s'impliquer parce qu'il était trop occupé avec le problème des Anglais, etc. Bouvines et tout ça, voilà. Exactement. Et donc Louis VIII, quand il monte sur le trône, décide qu'il va aller lui aussi
participer à la croisade. Parce qu'on a vu qu'avant, c'était très bonne idée de faire des croisades, donc il s'est dit, moi aussi, je veux faire ça. Donc il s'y implique, et qu'est-ce que ça change ? Du coup, les croisés reprennent le dessus, en fait, et donc ça marque vraiment la fin de la croisade avec les exactions des croisés qui brûlent tout sur leur passage, et on arrive ensuite, donc, en 1229, à la fin de la croisade. Donc on est quand même sur 20 ans de croisade, donc tu nous dis avec donc, ces 3 phases-là. Donc la première phase, les croisés à fond. Ensuite, une petite pause où c'était plus les gens du Sud qui reprenaient le dessus. Et à la fin. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de batailles, parce que parfois, pendant les guerres, on voit au Moyen-Âge que finalement, les batailles, on n'a pas tant que ça. Là, est-ce qu'on a beaucoup de batailles ? Mais j'ai l'impression qu'on a aussi beaucoup de sièges, surtout. Alors, je dois t'avouer que tout ce qui est bataille, siège, etc., c'était vraiment pas le cœur de mon sujet. Bon, je connais celle qui implique Foulques, notamment. Justement, raconte-nous là, parce qu'on l'a un peu tracé à grands traits, donc la croisade. Quel est le rôle de Foulques dans tout ça ? Il est de quel côté ? Il est évidemment du côté des croisés. Il était à Toulouse, on peut l'imaginer plutôt du côté des hérétiques, mais non, lui du côté du croisé. Mais aucun évêque n'a été du côté des Toulousains. Alors qu'il était évêque de Toulouse ? Oui, non, oui. Choma quand même, c'est pas bien. Bon, alors du coup, quel est son rôle concrètement ? Alors lui, concrètement, il suit l'armée croisée. Donc il prêche la croisade, il va même jusque dans les Flandres pour prêcher la croisade. Ah oui, non mais qu'est-ce qu'il va faire dans les Flandres ? Ok, non mais vraiment, le gars... très impliqué dans tout ça. C'est pour amener des gens et tout ça, c'est pour convaincre. C'est ça, exactement. Ouais. Au moment où on avait besoin un peu de regain de force, parce que les Toulousains reprenaient un peu aussi le dessus. Et également, les sources présentent Foulques comme un conseiller de Simon de Montfort. Et il était très proche de tout ce cercle-là. Et il a eu aussi un rôle important pendant la croisade pour essayer d'affirmer son pouvoir. Il a fait pas mal de choses. Il a notamment, en fait, participé à la création de l'ordre des Dominicains. Est-ce que tu peux nous... Alors, c'est vrai que tout à l'heure, même, tu as parlé des cisterciens. Et est-ce que tu peux nous expliquer donc, ce que sont les dominicains et quelle différence avec les cisterciens ? Donc, les dominicains, c'est un ordre qui voit le jour début XIIIe siècle. Et ils ont même été vus pendant un moment comme les concurrents des cisterciens parce qu'ils vont prendre un peu leur place pour la prédication, notamment pour la croisade. Et donc, Foulques finance en fait la création de cet ordre. Il donne énormément d'églises, de terres, etc. au futur Saint-Dominique, dans tout le diocèse de Toulouse, et même dans Toulouse. Alors que Toulouse est aux mains, entre guillemets, des hérétiques dans ce contexte. Donc, mais il arrive quand même à gérer son diocèse ? Et justement, en fait, ça fait partie de ses stratégies pour essayer de gérer son diocèse en mettant en place des prédicateurs qui pourront lui servir pour essayer de contrôler tout ça, quoi. C'est comme s'il essayait d'infiltrer, en fait, à l'échelle humaine, la ville ? Mais c'est surtout, en fait, ça lui sert surtout pour faire un peu la chasse aux hérétiques, puisque Foulques va prêcher avec Dominique. Et Foulques met d'ailleurs en place les premières condamnations pour hérésie à ce moment-là. Et Foulques a aussi eu un très grand impact dans la création de la procédure inquisitoire en 1229, qui est en fait l'ancêtre de l'Inquisition. Et donc un personnage tout à fait charmant en fait. Mais tout à fait. Il est bien loin de... Alors si, il disait déjà des questions de morale quand il était troubadour, donc oui, une sorte de continuité effectivement. Et donc on a déjà pas mal de renseignements sur son action concrète. Parce que j'imagine que toutes ces créations dont tu nous parles, c'est pas seulement symbolique, c'est un vrai rôle, j'imagine, politique et même de symbole. En fait, pendant son épiscopat, ça n'aboutit pas, ça a de l'importance après. Mais en fait, pendant son épiscopat, c'est pas... Parce que Dominique s'en va à Paris, alors que Foulques tente tout pour le garder. Il multiplie les donations quand Dominique veut partir sur Paris, etc. Mais... Ah, il le laisse tomber comme ça. Voilà. Alors qu'il lui donnait plein de choses qu'il n'avait pas, franchement. Ok. Et donc, pour sa procédure inquisitoire, pour le coup, ça marche bien. On est sur la fin de son épiscopat, mais ça fonctionne bien, puisque c'est lui qui est placé comme juge. Donc c'est lui qui choisit si on condamne ou pas, et puis si on condamne, qu'est-ce qu'on met en place comme condamnation. Donc ça peut aller du port de croix, donc c'est quand même très infamant, puisque les gens qui sont condamnés doivent porter une énorme croix, et donc tout le monde sait qu'ils sont hérétiques,
accusés d'hérésie, et ces gens-là ne peuvent plus accéder aux charges publiques. Donc c'est un moyen pour Foulques aussi de se débarrasser de manière moins violente de ses détracteurs. Et ensuite, la deuxième condamnation, c'est ce qu'on appelle au mur. Donc c'est des gens qui sont emprisonnés pour une durée indéterminée, et les biens de ces personnes reviennent à l'évêque, qui les utilise pour, soi-disant, ensuite financer la nourriture des prisonniers, donc prisonniers qui sont quand même nourris au pain et à l'eau. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous rajouter sur le rôle de Foulques pendant la croisade ? Parce que, notamment, sur tout le côté militaire, politique, est-ce qu'il a eu des influences aussi ? Alors, donc comme j'ai dit, lui surtout, c'était un rôle de prédication. Et puis les sources qui mentionnent son influence sont biaisées. Notamment le continuateur anonyme de la chanson de la croisade albigeoise, qui lui, pour le coup, est du côté des Toulousains et qui présente un peu l'évêque comme perfide, cruel. Et donc, c'est lui qui aurait dit à Simon de Montfort qu'il fallait absolument faire le 3e siège de Toulouse, qu'il ne fallait épargner aucun Toulousain. Enfin bon. Et pareil, les sources hagiographiques dominicaines disent que Foulques est allé au concile de Latran pour défendre un peu Saint-Dominique et la création de cet ordre auprès du pape. Mais à contrario, les autres sources qui, elles, racontent vraiment la croisade disent « Ah mais non, il y est allé pour défendre les intérêts de Simon de Montfort ». Donc voilà, on lui prête plein d'actions, plein de choses. Mais en fait, comme ce sont des sources qui sont biaisées, qui racontent ce qu'elles ont envie de raconter, c'est difficile aussi de savoir un peu faut les qu'est-ce qu'il a recroiser, concrètement fait, quoi. Alors, on l'a dit, la croisade se finit officiellement en 1229, mais comment est-ce qu'elle se finit ? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui marque sa fin ? Oui, c'est la signature du traité de Mauparis en 1229. Et à cette occasion, le roi de France récupère les terres du vicomte Trincavel. Donc, c'est une partie très importante, en fait. C'est quoi comme c'est quel coin ? Ça va de Carcassonne jusqu'à quasiment le Gard et après. Ah oui, voilà, donc pas un petit. Ouais, non, et donc en fait, ça marque un peu la mainmise du pouvoir royal sur la région, même si en contrepartie, donc, le comté de Toulouse est un peu laissé tranquille pour le moment. Mais en fait, la condition, c'est que l'héritier ne pourra pas récupérer les terres de son père, qui seront ensuite données à Alphonse de Poitiers en 1249. Donc ça se finit sur des décisions politiques. Exactement. Mais est-ce qu'on sait ce qu'il advient de l'hérésie ? Donc limite, j'ai envie de mettre des guillemets à hérésie à ce niveau-là. Est-ce qu'on sait si elle est anéantie ou est-ce qu'elle est au moins diminuée par la croisade ? Eh ben en fait, si on en croit les sources, pas du tout, parce que en 1233, Grégoire IX officialise l'Inquisition. Donc le pape ? Le pape Grégoire IX, voilà, officialise l'instauration de l'Inquisition, avec les dominicains qui se joignent en prime aux évêques pour faire cette chasse aux hérétiques, et ça dure jusqu'au XIVe siècle. Donc le prétexte de l'hérésie pour la croisade, on voit que c'est quand même un peu... Donc en fait, ce pape-là a dit, bon, on va arrêter la croisade, on va faire ça autrement, directement l'Inquisition pour lutter contre l'hérésie, en quelque sorte. Je pense surtout qu'en fait, à partir du moment où le roi de France a pu récupérer des terres qui l'intéressaient, ça a marqué la fin de la croisade. Et notre Foulques de Toulouse, lui, il meurt quelques années seulement après cette fin, donc en 1231, à l'âge plutôt avancé de 75 ans. Il meurt comment ? Est-ce que du coup, il a pu récupérer son diocèse ? Non. Voilà. Tout son épiscopat, il l'a passé en exil, en fait. Parce qu'il est arrivé en 1205 à Toulouse. En 1211, il doit quitter la ville pour rejoindre l'armée croisée. Et même après la signature du traité de Mauparis, il est en exil puisque les feydis, ce sont les chevaliers qui ont été dépossédés de leurs terres par les barons du Nord, ils ne sont pas très contents et ils poursuivent un peu Foulques pour demander à ce qu'on leur restitue leurs terres. Et donc Foulques meurt en exil en 1231. Il meurt où ? On sait ou pas ? Au château de Verfeil, qu'il avait pu récupérer grâce à Simon de Montfort, qui lui avait... donné C'est où, Verfeil ? Dans la région de Toulouse. Bon, pas loin de Toulouse. Donc, bon, allez sur Google Maps, faites vos recherches. Donc là, il meurt un peu tout seul dans son coin, en quelque sorte. C'est ça. Alors, on va revenir aussi sur l'image qu'a laissée cette croisade
Pourquoi est-ce que cette croisade a autant marqué les esprits et pour qu'elle ait une image comme on l'a un peu aujourd'hui, parce que même si on ne sait pas forcément ce que c'est, quand on dit croisade contre les Albigeois, je l'ai dit au début, il y a toujours... Oui, on a déjà entendu parler de ça. Pourquoi est-ce qu'elle a autant marqué ? Parce que c'est un événement qui est capital déjà dans l'histoire du Midi, puisque le Midi, qui était quand même une région jusqu'alors indépendante, elle se retrouve à la fin de cet événement en partie aux mains du roi. Et surtout, c'est quand même une croisade qui est lancée donc dans le royaume, en France, quoi, dans un pays qui est chrétien. C'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Et ce qui fait que ça reste encore dans les mémoires de nos jours, c'est que ça fait presque partie, en quelque sorte, de l'identité régionale. Donc, tous les gens qui sont de la région connaissent la croisade contre les Albigeois parce que quand on va visiter le patrimoine régional, local, c'est partout la croisade contre les Albigeois. À tel endroit, il s'est passé ça. C'est quelque chose de très imprégné en Occitanie. Qui a marqué les esprits, qui a marqué les sources au fil des siècles. Aussi, oui. Bon alors, effectivement, pour tes recherches, tu as travaillé sur beaucoup de sources. Tu en as évoqué pas mal. Alors, comment est-ce que tu as travaillé sur ces sources ? Donc, j'avais mentionné 3 sources, mais au total, j'en ai étudié une 40aine. Et en plus de ça, 6 représentations de Foulques dans les manuscrits. Donc, de comment il était visuellement dans les enluminures aussi ? C'est ça, en fait, pour les images, comprendre en fait qu'est-ce que ça pouvait nous dire sur comment on voyait ce personnage une 50aine d'années après sa mort. Parce que ces images-là en fait étaient présentes dans les chansonniers provençaux que j'ai évoqués, donc ces compilations de poèmes. Et donc, ce qui était perturbant, c'était de voir qu'il était représenté en évêque et pas en troubadour. Et donc, le but, c'était de comprendre pourquoi on choisit cette représentation-là. Est-ce que ça veut dire qu'on considère que l'évêque est plus important que le troubadour ? Est-ce que c'est celui qui a plus marqué, finalement, que le Foulque troubadour ? Et ensuite, pour les autres sources, donc, j'ai eu plusieurs types de sources à étudier. Donc, les chroniques, qui sont donc là à prendre évidemment avec des pincettes, parce que évidemment biaisées. Il y a eu des documents plus officiels, donc par exemple des lettres de Foulques qui instaurent... Tu as des lettres de sa main ? Des lettres de Foulques qui instaurent l'ordre des frères prêcheurs dans son diocèse. Voilà. Des canons de concile aussi, par exemple pour comprendre la mise en place de la procédure inquisitoire en 1229. Et donc voilà, le but c'était de recroiser un peu toutes ces sources pour comprendre quelle était la place de Foulques dans tout ça et prendre un peu du recul aussi vis-à-vis des chroniques qui sont des sources, comme je l'ai dit, vraiment biaisées et qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant. Et on ne peut pas juste se contenter d'étudier ça pour proposer une étude la plus objective possible sur le personnage. Et est-ce que tu as eu des surprises pendant tes recherches ? Déjà, je ne m'attendais pas à avoir des images, des représentations de Foulques. C'était vraiment la première surprise. Et l'autre surprise, c'était de voir qu'il avait fait autant de choses. Par exemple, pour la naissance de l'ordre des Dominicains, mais à aucun moment on dit que c'est Foulques qui a contribué, et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. Et pareil pour la procédure inquisitoire, qui est quand même quelque chose de très important. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui ait une place aussi centrale dans tout ça. Alors justement, est-ce que tu aurais peut-être 1 ou 2 ouvrages de référence plutôt grand public et accessibles, on va dire, à conseiller pour en savoir plus sur la croisade contre les Albigeois ? Alors c'est un peu compliqué parce que les ouvrages grand public sur la croisade contre les Albigeois parlent de Cathare, etc. Et donc un peu dépassé, tout ça. Oui, voilà, et ça prend pas en compte le renouvellement historiographique en cours sur ce sujet-là. En revanche, je peux conseiller des revues. Donc une qui n'est pas spécialement sur la croisade contre les Albigeois, mais plus sur toute cette question de les cathares, est-ce que ça a existé ou pas. Donc, c'est la revue Historia, donc le numéro de mars 2023, où il y a un dossier spécialement dédié à ça, intitulé « Les cathares ont-ils vraiment existé ?» où là on voit la confrontation d'historiens des 2 écoles un peu, donc ceux qui disent que les cathares existent et ceux qui remettent en question cette appellation. Et un article de Jean-Louis Biget, assez accessible, qui est paru en janvier 2004 dans la revue L'Histoire, où il parle de la croisade contre les Albigeois. Donc pour ceux que ça intéresse vraiment et qui ont déjà des connaissances un peu plus poussées, je conseille évidemment de lire les articles de Jean-Louis Biget et Julien Théry également, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là.
Et également, en parlant de Julien Terry, il a fait une émission radio. Il a participé avec ma directrice de thèse, Madame Alessia Trivelone, donc en septembre 2023, sur France Culture, dans le cours de l'histoire. Voilà. Donc, le titre, c'est Hérétique, l'invention des cathares. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Si vous Spotify. aimez écouter des podcasts, oui, c'est ça. De toute façon, je mettrai, comme d'habitude, toutes les références de ce que tu as dit sur mon site. Et alors, Léa, depuis ce mémoire, tu fais une thèse sur les évêques de Narbonne. Alors, pourquoi tu as eu cette évolution de sujet ? En fait, pour ma thèse, je voulais élargir l'étude que j'avais proposée pour Foulques, mais cette fois-ci à tous les évêques de la province ecclésiastique de Narbonne. Donc, il y a 10 diocèses au total. Et le but, c'est de comprendre quel était leur rôle à eux, donc pas que pendant la croisade, puisque je travaille sur les évêques, donc ça va de 1198 à 1271, la date à laquelle donc le comté de Toulouse est définitivement récupéré par la couronne de France. Et donc le but, c'est de comprendre la place de ces évêques dans l'échiquier politique du Midi à une période charnière, une période clé de l'histoire de cette région. T'es en quelle année, là ? J'ai commencé il y a 3 mois, donc... Ah ouais. Donc tu viens de commencer. Pour finir cet épisode, à ton avis, est-ce qu'il reste encore des choses et des aspects de la croisade contre les albigeois qui mériteraient d'être étudiés ? Là voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être travailler sur cette période, est-ce que tu as des conseils de sujets qui seraient intéressants à développer ? Des conseils de sujets Non, j'allais dire en fait les autres évêques, quel rôle ils ont eu, mais bon ça... mon sujet de thèse. Mais oui, je pense qu'il y a... C'est ça qui fait aussi un peu la magie des études en histoire, c'est qu'on a toujours des choses à trouver et des choses à dire. Donc, après, pour les idées de sujets, je ne sais pas. Je ne peux pas donner d'idées qui seraient un peu déjà trop étudiées. Voilà. Et tu ne veux pas te faire voler tes sujets aussi. Exactement. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la croisade contre les albigeois, qui ils étaient, qui étaient les cathares, voilà. Donc, merci beaucoup Léa David et bonne continuation pour tes recherches. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, comme d'habitude, auditeurs, auditrices, les références qu'on a évoquées dans cet épisode seront à retrouver sur mon site passionmédiéviste.fr. Il y a pour chaque épisode un article qui l'accompagne avec des références. On mettra des photos, enfin pas des photos, mais des images de Foulques. Et d'ailleurs, si le sujet du jour vous a intéressé, alors je peux vous renvoyer vers quelques épisodes que j'ai faits. Donc j'ai évoqué l'épisode 37 sur les troubadours. Dans mon format Super Joute Royale, où on parle des rois de France, forcément, l'épisode sur le XIIIe siècle, on a un petit peu parlé de la croisade, mais c'était il y a longtemps, je sais plus vraiment. Ensuite, sur Toulouse aussi, je peux vous recommander là des épisodes plus récents. Au moment où sort cet épisode, il y a l'épisode 80 sur les boulangers-pâtissiers. Et là, il y a quelques temps, pareil, au moment où je sors cet épisode, j'ai fait l'épisode 86 sur la fauconnerie, notamment dans la France méridionale. Donc, allez voir tout ça. Et donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, voilà, à vos proches, sur les réseaux sociaux. Et alors, je fais jamais, mais tiens, pour une fois, je vous demande une petite chose, et si vous avez le temps et tout ça, n'hésitez pas sur les applications de podcast. Selon celles que vous utilisez, vous pouvez mettre parfois des commentaires, des notes. Alors, ça aide à la visibilité et au référencement, donc n'hésitez pas à le faire. Par exemple, sur Spotify, sur Apple Podcast ou Podcast Addict, vous pouvez dire, voilà, 5 étoiles, c'est quand même mieux. Et j'ai aimé ce podcast. Pourquoi ? Alors, sur Spotify, vous pouvez mettre même un commentaire par épisode. Moi, c'est toujours intéressant pour moi de savoir ce que vous avez aimé et pourquoi. Donc, merci d'avance si vous le faites. Et aussi, si jamais vous avez les moyens, que c'est possible pour vous, eh bien, vous pouvez aussi me soutenir financièrement dans Passion Médiéviste à partir de 1 € par mois. Voilà, dites-vous que si chaque personne qui m'écoutait me donnait 1 € par mois, ça ferait beaucoup. Sachant que vous êtes plus de 12 000 à écouter Passion Médiéviste, dites-vous que 1 €, c'est pas beaucoup. Parce que maintenant, grâce à vous, je peux travailler à mi-temps sur Passion Médiéviste. Donc, je vous remercie énormément tous et toutes. D'ailleurs, ce mois-ci, je tiens à remercier Cécile, Gauthier, Laura, Morgane, Zoé, Charlotte, Bernard et Franck. Donc, merci à ces personnes qui ont soutenu. Et merci énormément au bar à jeux Les Castors à Montpellier pour l'accueil. Merci aux personnes qui m'ont aidé à installer les chaises aujourd'hui. Et donc, dans le prochain épisode de Passion Médiéviste, alors, je vous avoue que là, je ne sais pas.
il y a 2 sujets possibles. Donc même moi, peut-être que vous saurez quand cet épisode sera sorti et celui d'après, voilà, c'est très compliqué au niveau temporalité, mais soit on parlera d'Inde médiévale, soit des vêtements carolingiens. Voilà, vous le saurez en écoutant cet épisode. Merci à toutes et à tous, et puis salut! En fait, l'épisode d'après, ça va être sur l'Inde. Mais il va y avoir d'autres épisodes entre-temps. Donc vous allez voir